Ok les gars, c'est parti. On parle comme d'hab de crypto et de finance. Et là, on va s'attaquer au marché traditionnel avec les marchés américains, bien sûr. C'est là-bas que ça se passe. Et donc, le SP500, l'un des trois indices américains. Le SP500, c'est vraiment l'indice principal, l'indice standard mondial sur lequel tous les investisseurs du monde se basent. Et là, qui chute. Donc le SP500, ça regroupe les 500 plus belles valeurs américaines, les 500 actions les plus valorisées aux États-Unis. C'est mis à jour de temps en temps, c'est-à-dire qu'ils enlèvent des actions pour en mettre à chaque fois. Ce qui fait que le SP500, l'indice, arrive à faire des performances de 20% l'année à peu près. Donc c'est excellent en général, hein, à peu près. Et donc voilà, ça maintient la bourse toujours. On a toujours des meilleurs rendements en bourse qu'en immobilier ou d'autres choses. Donc c'est pour ça que la bourse est toujours attrayante. Et là, on a sur cette journée le SP500 qui chute parce que on a eu d'autres chiffres de l'inflation qui montrent que l'inflation continue à légèrement continuer à monter. Et donc ça met une pression, ça fait paniquer les investisseurs. Les investisseurs se débarrassent de leurs actions ou vendent leurs actions par précaution. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a l'inflation de gros, on va dire, quand ils disent de gros, c'est de l'alimentation, des choses comme ça, qui a augmenté de 0,6% en février, bien plus que prévu. Donc une inflation qui augmente, c'est pas bon parce que ça va obliger les banques centrales à maintenir les taux d'intérêt élevés très longtemps. Et en fait, ça risque de faire cracher l'économie. Donc, c'est-à-dire, pour vulgariser, une inflation qui monte, c'est une économie qui se réchauffe. Et en fait, en gros, ce que les banques centrales essayent de faire, c'est de maîtriser cette économie qui est en surchauffe. Et donc, pour ça, pour que l'économie arrête d'être en surchauffe, il faut refroidir l'économie. Et pour que l'économie refroidisse, eh ben, on va pousser les gens à moins consommer. Et donc, par-delà, on va augmenter les taux d'intérêt, ce qui va faire que les taux pour emprunter vont être élevés, ce qui va pousser les gens à arrêter d'emprunter ou de consommer, puisque les taux sont élevés. Donc les gens vont réfléchir à deux fois avant d'emprunter, donc les gens vont arrêter d'emprunter, et donc s'il y a moins d'emprunts pour consommer, pour acheter de l'immobilier ou acheter à manger ou des choses comme ça, eh bien, tout ça va faire que l'économie va se refroidir puisque les gens vont moins consommer. Et c'est le but, c'est l'objectif des banques centrales. Pousser les gens à moins consommer pour casser l'inflation, pour refroidir l'inflation. Et donc voilà. Et là, bah, on voit que bah, l'inflation quand même continue d'augmenter, ce qui veut dire que les taux d'intérêt à ce niveau-là ne font pas encore leurs effets à 5,50 les taux d'intérêt général. Et donc ça va pousser les banques centrales à maintenir les taux encore un certain temps, jusqu'à que les gens abandonnent ou capitulent et arrêtent de consommer à ce niveau-là. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Pour l'instant, on peut voir hein, les chiffres. C'est les résultats d'aujourd'hui. Regardez, tout est dans le vert. Tout a augmenté plus que prévu. On voit que c'est dans le vert. Donc, normalement, il faudrait que ce soit dans le rouge. C'est bizarre, il faudrait que ça se passe mal aux États-Unis pour que les actions soient heureuses ou que les actions aillent à la hausse. Vous voyez, c'est une psychologie inversée. Et donc là, c'est pas bon puisque l'inflation continue d'augmenter. Là, il faudrait que l'inflation diminue encore un peu. On est juste en dessous des 3%. Ça, c'est d'autres chiffres, hein, les PPI, tout ça. Mais de manière générale, l'inflation générale est aux alentours de 2,8%. Et ça, c'est dans les détails. On a des petits résultats ici. Mais voilà, il faut que ça aille à 2%. Et là, on est aux alentours des 3. Donc, il faut que ça descende encore légèrement de manière générale pour que la Fed, ici la Jérôme Powell, soit satisfait et qu'on puisse recommencer à baisser les taux d'intérêt pour encore de nouveau prioriser la croissance et prioriser que les gens consomment. Mais pour l'instant, on est loin d'être arrivé à là. Et là, on peut dire que Jérôme Powell a un sacré boulot. Hein. Il peut se frotter la tête puisqu'il est loin d'avoir encore vraiment vaincu l'inflation encore. Donc, on va surveiller ça. Et donc là, avec une inflation qui est réchauffée et une économie qui est en surchauffe, bah, on a là les impayés des cartes de crédit US qui explosent. Ici, là, les taux d'impayés montent à près de 40% dans certains États. Donc là, on a des gens qui ont du mal à payer là. Même les États les plus riches prennent des taux anormalement élevés. Et donc là, ça pose problème à ce niveau-là. On a des grandes difficultés parce que
les taux sont très élevés, mais ils sont obligés d'emprunter avec ces taux à ce niveau-là. Bah, pour continuer à faire leur business, tout ça. Sauf que avec des tels taux, les remboursements sont difficiles. Et là, on voit que ça explose, que les impayés, le non-remboursement est en train d'exploser parce que les taux sont trop élevés. Mais on est obligé de monter les taux à ces niveaux-là pour casser la croissance, pour casser plutôt l'inflation. Vous voyez, faut que la Banque centrale arrive à faire que les prix augmentent. Ils doivent maîtriser les prix pour pas que pour le consommateur moyen, pour les gens, les particuliers là, comme tout le monde, arrêtent de consommer à ces niveaux-là. C'est trop cher après. Donc ils doivent gérer l'inflation. Et là, bah, on voit que ça impacte un peu l'économie là, avec des impayés, tout ça. Donc, sinon, dans le reste de l'actualité, l'euphorie des véhicules électriques est morte. Donc les constructeurs automobiles réduisent ou retardent leur projet de véhicules électriques. Donc là, on voit Tesla qui s'effondre en bourse. Et là, on a des analyses qui vont même très bas, qui price l'action à venir voilà, à des plus bas. Et ça fait un peu peur là pour Tesla. Et là, on a les autres constructeurs qui veulent se réadapter et ne pas finalement viser le tout électrique. Il n'est même pas sûr encore que l'électrique soit la suite logique même. Là, on est même à se poser ces questions. Les constructeurs finalement retardent le projet des voitures électriques et reviennent vers le thermique et surtout, comment ils appellent ça? Le hybride. Vous voyez? Donc pour l'instant, les véhicules électriques, l'Eldorado vers les véhicules électriques, bah, la hype est retombée et les constructeurs sont en train de se poser des questions et reviennent même au thermique. Donc, et même on a même les États là qui promettaient qu'en 2030, 2035, on aurait peut-être le 100% électrique. Bah là, finalement, ils sont en train de repousser peut-être ça, ils sont en train de se reposer des questions, parce que d'ici 2030, on aura encore certainement du thermique. C'est trop tôt, même 2030, pour qu'on soit complètement en mode électrique. Et donc tout ça, ça fait mal à Tesla, Enco et toutes les autres entreprises. Et là, bah, là ça profite aux anciennes marques, General Motors, Toyota, voilà, toutes les anciennes marques, même Mercedes et tout, qui sont en train de peut-être voir une nouvelle occasion de briller. Donc on va voir ça. En tout cas, Tesla, lui, s'effondre. Donc on verra ça. Apple aussi est en difficulté. Par contre, son fournisseur se montre optimiste. Donc là, son fournisseur, c'est Foxconn. C'est Foxconn qui livre les matériaux pour Apple. Et là, Foxconn, lui, voit une énorme demande liée à l'IA. Aux serveurs, les choses comme ça. Parce que Foxconn fabrique tous ces produits-là. Et là, Foxconn qui voit une énorme opportunité liée à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que Foxconn. On a vu la semaine dernière Broadcom et même Oracle, il n'y a même pas 2-3 jours. Tous sont en train d'exploser parce que la demande par rapport à l'intelligence artificielle explose. Les serveurs, les choses comme ça. Vous voyez ? Donc, voilà, Foxconn est en train de trouver un nouveau marché sur lequel s'adresser, l'intelligence artificielle. Et Apple, lui, eux, ont abandonné leur projet de véhicules électriques. Donc justement, bah, on voit que les véhicules électriques, ça n'a pas l'air de finalement peut-être être la suite logique. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, Apple maintenant se tourne entièrement vers l'intelligence artificielle. Donc, voilà, je pense qu'Apple est en train de faire le bon choix au vu de la tendance qui se passe ici, là. Maintenant, il y a un acteur qui domine le marché des serveurs IA et qui explose, mais à un tel niveau que c'est incroyable. Je vais vous montrer là d'ailleurs dans les charts. C'est Supermicro qui a des relations très étroites avec Nvidia. Et c'est eux qui proposent voilà, c'est vers eux que Nvidia se tourne pour les serveurs. Voilà. Et eux, ils ont la particularité d'avoir des serveurs modulaires. C'est-à-dire qu'on peut déplacer des choses comme ça et qui marchent par refroidissement liquide. Donc, c'est une nouvelle technologie de refroidissement des serveurs et même de serveurs à proprement parler. Et c'est pour ça que Supermicro est devant même tous les autres fabricants de serveurs. Même, on parle de Dell, d'Intel, voilà, de tout ça, la Vertiv et tout ça. Tous ces autres acteurs, on va dire très traditionnels, très à l'ancienne, sont en train de se tourner vers ça, mais Supermicro est plus moderne et a une technologie plus avancée. Et c'est eux qui raflent tout. Et d'ailleurs, ici, je vais vous montrer, quand je compare les actions, alors, je vais vous montrer ici. Parce que Supermicro, c'est des performances, je sais que la plupart veulent surtout être friands de crypto ou de choses comme ça, mais Supermicro, ça surperforme même les cryptos.
C'est pas, voilà, c'est là, regardez, là, c'est largement au-dessus de MicroStrategy MicroStrategy qui explose en bourse parce qu'ils achètent énormément de Bitcoin. Mais regardez l'action Coinbase, regardez Nvidia par rapport à Supermicro. Là, c'est un chart qui est sur un an. Sur un an, vous voyez clairement la différence. Supermicro, en jaune ici, surperforme largement les autres. Même Bitcoin, Marathon et même Ethereum, hein. Après, peut-être que face à Solana, ça va se tenir sur un an. Regardez là sur les 6 mois. Bon, MicroStrategy est passé devant Supermicro, hein. C'est vraiment là sur les derniers mois là que voilà, MicroStrategy fait la différence. Mais vous voyez que de manière générale, ça surperforme les autres ici là. Toutes les actions américaines comme Netflix, Uber, Amazon, Microsoft, bah Supermicro ici. Et là, regardez sur 5 ans, il n'y a pas photo, hein. Vous regardez Ethereum, regardez Bitcoin. C'est Supermicro les surperforme largement sur les 5 dernières années. Donc là, ça fait des performances, même voire plus que les crypto-monnaies en elles-mêmes. Donc vous voyez que il faut pas zapper les actions en bourse, même pour ceux qui veulent que de la crypto, qui cherchent que de la croissance. Les actions en bourse sont... parce que la crypto, c'est cyclique. Ça explose vite, ça chute vite, alors que les actions en général sont de manière diagonale. Bon, là c'est une ligne droite là pour Supermicro, mais voilà, si vous cherchez des rendements équilibrés sur le temps, les actions comme ça peuvent être une bonne alternative. Vous voyez ? Donc on voit là par rapport à ça. Maintenant, dans le reste des États-Unis, on a une actualité qui fait trembler un peu une bonne partie de la population américaine, on pourrait dire même la moitié, et même les aficionados du monde entier, les jeunes, TikTok, qui pourraient être bannis des États-Unis. Les États-Unis souhaitent que la ByteDance donc vende TikTok. Donc ByteDance, c'est la maison mère de TikTok. C'est ByteDance, c'est chinois, et la Chine va presque certainement refuser. Bah oui, les Chinois vont certainement pas accepter qu'une de leurs entreprises cède une part et non des moindres aux États-Unis. Et les États-Unis disent que TikTok peut récupérer les informations des Américains, les données américaines, et s'en servir contre eux. Donc là, c'est apparemment pour la sécurité nationale que les États-Unis font ça. Ce qui est marrant, c'est que le monde entier, hormis Asie, on va dire, mais le monde entier utilise les services américains, c'est-à-dire Meta, Facebook, Instagram, Snapchat, voilà, même Facebook aussi en lui-même, et tout ça. Et donc, nous, Européens aussi, on devrait normalement interdire ça, puisque c'est pour les Américains récupèrent toutes nos données. Mais l'Europe ne fait pas ça, vous voyez, puisque l'Europe est sous la joug américaine. Donc, les Américains, eux, contrôlent le monde et délivrent leurs applications en Amérique du Sud, même en Asie aussi un peu, partout en Europe, même en Afrique, tout ça. Et eux, quand il y a un autre acteur qui vient chez eux, et qui fait la même chose, et bah là, ils veulent l'exclure ou le bannir. Vous voyez, donc vous voyez l'hypocrisie américaine un peu, mais voilà, on verra parce que c'est passé, hein, le vote, enfin il y a eu un vote et là c'est passé, hein, ils ont validé l'interdiction de TikTok. Maintenant ça va aller au Sénat ou je sais plus où là, et là TikTok est sur le point de se faire bannir, hein. TikTok va peut-être accepter de la vente, mais si la Chine refuse, TikTok sera obligé de sortir des États-Unis complètement. Donc on va suivre ça de près, affaire très importante. Et ça pourrait faire les affaires de Facebook, de Meta. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est de la Chine, HSBC est très positif quant à l'avenir de l'économie chinoise, déclare son directeur financier. Donc la Chine, là, est tombée dans une sorte de ce qu'on appelle une déflation, ce que le Japon connaît depuis des années. C'est-à-dire que la Chine, bon, a réussi à vaincre l'inflation, tout est retombé un peu, mais l'inflation reste quand même un peu élevé, et surtout la Chine ne fait plus de croissance, on n'arrive plus à relancer sa croissance, et c'est là qu'on parle de déflation, donc une croissance en berne et une inflation qui reste forte. Et là la Chine, tout le monde se pose la question, parce que la Chine est là à bégayer un peu, on va dire, quant à une relance, à une sorte de triche, hein, une réimpression, imprimer de l'argent. La Chine il va lentement. Et bon, tous ceux qui sont dans le milieu de la finance doivent sans doute imaginer pourquoi, puisque la Chine, une forte impression monétaire va dévaluer le yuan. Et ça, le yuan va perdre la force face au dollar. C'est pas le but des Chinois. Donc c'est pour ça, je pense que la Chine suspend. Mais voilà, on sait très bien que la Chine va, à un moment donné, lancer une planche à billets très, très forte et va relancer complètement son économie. Peut-être qu'ils attendent les Américains aussi. Comme ça
affaiblira pas tellement le yuan. Donc on attend ça, on verra en tout cas. Mais tout le monde attend ça. Et les regards sont tournés un peu. Les observateurs observent de très près les actions chinoises. Alibaba, NIO, Xpeng. Voilà, toutes ces actions qui sont au plus bas et qui pourraient fortement exploser. Donc on verra ça, si ça arrivera ou pas. Donc en ce qui concerne maintenant les actions européennes qui chutent après que les chiffres de l'inflation américaine soient supérieurs aux attentes. Donc voilà, l'impact de l'inflation, des derniers chiffres de l'inflation américaine, a eu un impact jusqu'en Europe, jusqu'aux indices américains. Donc voilà, l'Europe qui est très impactée par ce qui se passe aux États-Unis. En tout cas, l'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne estime qu'il faut prendre son temps sur les baisses des taux. Donc une vision plus claire est attendue en juin. Donc l'Europe a déjà parlé même d'une éventuelle baisse de taux. Donc on va voir ça, mais l'économiste en chef qui gère ça, apparemment de la Banque Centrale Européenne, dit qu'il faut vraiment prendre son temps. Et je pense qu'il a raison. Il ne faut pas se précipiter quant à annoncer vite une baisse de taux. Je pense que ça pourrait être fatal, surtout que c'est la guerre Russie-Ukraine est en Europe et que l'inflation, avec les prix de l'énergie qui sont sous pression, augmente en Europe. Donc l'Europe ne devrait pas trop se précipiter parce que l'inflation pourrait repartir à la hausse à tout moment. Surtout avec la menace nucléaire, justement. Qui s'en vient, justement la guerre en Russie là, en Ukraine, et la Poutine qui commence à menacer qui serait prêt pour une guerre nucléaire suite aux déclarations guerrières de cours d'école, j'ai envie de dire, d'Emmanuel Macron là. Voilà, la menace des Européens qui se disent prêts à envoyer des troupes sur le sol. Donc Poutine avertit ses homologues occidentaux qu'il est prêt pour ça. Il a fait une longue interview que j'ai écoutée. Il est toujours très lucide, tout ça. Et il dit qu'il est préparé à ça. Donc on verra ça. Parce que l'OTAN est très menaçante aussi, à vouloir toujours plus de guerre, alors que la Russie est en train de se rapprocher de sa victoire en Ukraine. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais tout ça, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire, un narratif, on va dire, qui pourrait faire chuter enfin les actions en bourse qui sont à des plus hauts, emmenées par Nvidia et l'intelligence artificielle, même si Nvidia, là, ces dernières heures, chute. Voilà, par rapport à une petite prise de bénéfices, les choses comme ça. Mais dans l'ensemble, toutes les actions, même les actions françaises, le CAC 40, toutes les actions explosent, emmenées par l'intelligence artificielle. Et là, des déclarations comme ça, ou des choses comme ça pourrait vraiment faire cracher les marchés. Et donc voilà, parce qu'ils ont du mal à faire baisser l'inflation. Donc ça, une guerre comme ça pourrait faire non seulement exploser et emmener l'inflation encore à des plus hauts, mais tout faire tomber pour peut-être repartir sur un nouveau point de départ. Vous savez que c'est la méthode américaine, faire des guerres pour faire tout oublier. Donc il faut prendre quand même ces choses-là très au sérieux. Ce qu'ils ont besoin, c'est comme Olivier Delamarche, c'est ce qu'il dit souvent, c'est qu'ils ont besoin d'une guerre pour faire un peu passer les choses ou des choses comme ça. Et peut-être que vous savez que là, le camp là, j'appelle le gang là, des corrompus là, Biden, Macron, sont sur la fin. Biden peut perdre l'élection en novembre et Macron, même si l'élection française n'est que dans 2 ans, Macron peut partir sur une sorte de guerre mondiale pour être maintenu au pouvoir, pour invoquer la loi martiale, pour rester. Après, on est assez loin de l'élection française, mais pourquoi pas lancer une guerre? Parce qu'une guerre OTAN-Russie, là, cette fois, ça va faire durer ça plusieurs années. Ça peut faire durer ça pendant encore 2 ou 3 ans supplémentaires, ce qui pourrait emmener Macron à invoquer la loi martiale et rester au pouvoir. Donc on verra ça en tout cas. C'est que des spéculations à ce jour. En tout cas, on a Attal, le Premier ministre, le jeune Premier ministre qui, pour moi, n'est pas du tout éligible à ce poste, mais bon, qui a fait des déclarations encore pour soutenir les déclarations de Macron, comme quoi il faut même aller en guerre, enfin voilà, il faut s'opposer à la Russie et faire en sorte que la Russie ne gagne pas. Et en tout cas, Jacques Sapir a dénoncé des mensonges, plusieurs mensonges dans le discours d'Attal, ce qui n'est pas surprenant. Asselineau, ici, met en avant justement, bah voilà, je relais ici l'excellente analyse de Jacques Sapir par rapport aux mensonges éhontés d'Attal. Donc voilà, là, si vous rentrez dans ça, Jacques Sapir dénonce tout ça. Donc à chacun d'aller voir ça ou pas.
tous les mensonges d'Atal, mais bon, c'est pas surprenant hein, que Atal mente. Vous savez, eux, ils sont comme ça. Donc là, on a une photo prise dans un train qui devient virale sur les réseaux sociaux, d'une personne intéressante qui a été repérée. Et ici, on a un monsieur qui ressemble à Evgeny Prigogine, la personne qui est censée être morte d'un accident d'avion il n'y a pas longtemps, qui s'est rebellée contre Poutine et qui, il n'y a pas longtemps, pour moi, je doutais un peu de cette information. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait semblant ou ils ont orchestré la mort de Prigogine. Et en fait, ils se sont organisés pour que Prigogine reste dans l'ombre et n'apparaisse plus. Mais là, apparemment, Prigogine peut-être aurait été repéré, surtout qu'il ressemble énormément à Prigogine. Donc voilà, c'est devenu viral. On ne saura pas trop si c'est lui depuis, juste cette photo. Mais pour moi, j'ai pas de preuves, juste ça a été annoncé comme officiel, mais j'ai un doute même sur la mort de Prigogine. C'est trop... je sais pas, ça arrive comme ça d'un coup, je sais pas. Vous me donnerez vos avis en commentaire, j'aimerais bien savoir. Voilà. Autre énorme, ce qui fait l'actualité. Donc là, ça prend des proportions énormes. L'affaire Jean-Michel Trogneux Gate. Donc Jean-Michel Trogneux, ici, le Monde dit que, en tout cas, parle de... là, on a tous les pays, là, États-Unis, Angleterre, Brésil, Russie, tout le monde s'empare de cette affaire, comme quoi Brigitte Macron, la première dame française, ici la compagne d'Emmanuel Macron, serait un homme. Alors qu'elle-même, elle dit qu'elle est victime de choses d'annonces transphobes à son encontre. Et là, parce que, en fait, Brigitte Macron a un frère qui s'appelait... En fait, elle s'appelle Brigitte Trogneux. Et elle avait un frère qui était né et qui s'appelait Jean-Michel Trogneux. Et en fait, apparemment, son frère est décédé au moment où elle est apparue. Enfin, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup, ici, il y a beaucoup de choses louches dans cette affaire. Et on a pas mal de... on a même Trump qui dit qu'il a un gros dossier sur Macron. Il se pourrait que ce soit cette affaire-là. Et cette affaire-là, elle éclate au grand jour. Et tout le monde pense que Jean-Michel Trogneux, ce serait justement Brigitte Macron. Donc, on ne sait pas trop. Mais cette affaire prend de l'ampleur. Et là, il se pourrait que ce soit vrai. Et là, vous voyez un extrait de l'émission avec Xavier Poussard, ici. Voilà. Cette affaire qui explose. Donc... Voilà, ici, je vais le mettre ça de côté. Voilà, je la mets de côté et on verra. Je vais écouter ça, j'ai pas assez d'infos. Mais cette affaire prend de l'ampleur et ce serait assez énorme et choquant que Brigitte Macron soit en fait un homme. Mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, pour rester en France, la fraude sociale qui pourrait, grâce à l'IA, diminuer. En tout cas, record des redressements. Donc là, en ce qui concerne la fraude sociale, on a un redressement en ce moment. La révolution de l'IA améliore l'efficacité du fisc. C'est le travail au noir qui est ciblé, dont 60% des montants de redressement viennent du bâtiment, du BTP. Mais l'État va aussi tripler les contrôles des chômeurs d'ici 2027. Et donc là, on voit que l'État peut se redresser grâce à l'intelligence artificielle. Donc on verra ça. Mais l'IA va calmer tout ça, toute cette fraude. Donc voilà, on passe à la deuxième partie de la vidéo avec les crypto-monnaies. Et là, on a une correction là en ce moment du Bitcoin qui est passé de 72-73 à 70K. Et donc, on va s'attarder sur ça. Et bien sûr, ça ramène le marché un peu rouge, vous voyez, ici. Donc voilà, est-ce que c'est une correction majeure ou pas? Donc, à voir. With the dog Wifat qui domine ici. Et qui est très hypé en ce moment. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Je pense que vous savez pourquoi, mais vous allez voir. Et donc, on commence avec les cryptos et le Bitcoin, bien sûr, la principale crypto du marché, qui corrige. Et là, même là, le chart, il est obsolète, hein, parce que le Bitcoin est revenu à 70. Donc, c'est comme s'il y a une grosse bougie rouge là qui a cassé ce triangle. Donc ça, et même ça, c'est obsolète. Hein. Le Bitcoin a cassé sa zone de résistance. Mais quand on le voit ici, sur le moyen long terme, que le Bitcoin enchaîne que des bougies vertes. Vous voyez? Ça sur toutes les semaines ici. Donc les entrées totales ici sont massives pour le Bitcoin ici. On va voir ça, mais qu'est-ce qu'on peut voir des dernières heures? C'est que Bitcoin se prépare à atteindre de nouveaux sommets. BTC a réussi à franchir la ligne rouge
Donc, et du Golden Multiplier et vise désormais la violette. Donc maintenant, on est au-dessus de la ligne rouge, donc on peut aller chercher la violette avant de corriger. Donc là, la violette, ce serait à plus de 88 000. Hein. On serait, voilà, au top là, on serait même à plus de 100K. Hein, si on va chercher la haute, la ligne violette. Donc on se prépare à ça. Maintenant, sur le court terme, ça corrige. Mais on voit que le Bitcoin quand même reste fort. Puisqu'il reste au-dessus des 70K. Donc on voit une certaine force. Et moi, je pense que le Bitcoin va continuer son rallye dans la difficulté. Mais là, ces rebonds-là, c'est de bon augure, là, qui rebondit à 70 ou qui viennent corriger un peu. Ça sent bon pour la suite. Donc, on va voir ça. Vous me direz, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, regardez, un autre chart intéressant qui montre que, regardez bien, à chaque fois qu'on passe, qu'on a un croisement ou que le cours dépasse la courbe verte, ici, là, en général, on explose. Regardez ici. C'est à chaque fois on remonte. Enfin, quand la courbe repasse, la courbe noire descend en dessous de la courbe verte, on a une grosse chute. Et là, on s'apprête, ici, regardez, à dépasser cette courbe verte, ici, là. Et donc, on va aller très haut, voire à plus de 100K, c'est sûr. C'est à chaque fois ça. Donc là, on attend de voir. Mais regardez, par le passé, regardez ici. Ici, on avait dépassé la courbe verte. Regardez le rallye qu'on a fait. Et ici, une deuxième fois, pareil. Donc ici, certainement, là, on va entamer un gros rallye. Et je pense que ça, pour moi, c'est logique et que ça va coïncider avec l'explosion là des altcoins. Là, on a un Bitcoin très haut. Je pense que le relais des altcoins et d'Ethereum là et toute sa bande vont prendre le relais. C'est moi ce que c'est l'intuition du moment. Après, compliqué à dire. Mais maintenant, voilà. En tout cas, pour le Bitcoin, on reste assez parabolique. Et je pense qu'on va faire comme les fois précédentes, dépasser cette zone parabolique et aller même plus haut. Comme ici aussi. Et, même naviguer au-dessus. Et là, bah, on va aller ici aussi. En haut de cette zone, là il parle à 200K et aller même, pour moi d'ici fin 2025, aller au-dessus de cette zone et naviguer aux alentours des 300K et à s'approcher des 300K avant d'avoir une grosse chute et d'avoir le bear market en 2026. Donc ça bouge pas pour ça, ici. Donc pour moi, c'est pareil. Maintenant, quand on regarde dans les faits, et pourquoi Bitcoin reste aussi fort, bah c'est simple. Les Américains continuent, les ETF Bitcoin américains continuent de connaître une demande massive ici. Vous le voyez, c'est très très haut. Hein. La demande d'ETF est très très forte. Regardez, ici, c'est le 13, c'est hier, entrée nette supplémentaire de 684 millions de dollars, environ 9600 BTC, entrée en plus. Et avec une telle demande, c'est impossible que le Bitcoin corrige fortement. Il y a une forte pression acheteuse. Donc le prix du Bitcoin va s'apprécier. Et là, les petites corrections là, qui passent de 72 à 70K, bah, c'est rien. C'est au contraire, c'est même à prendre pour qu'on aille chercher les 80K. Vous voyez ? Donc encore une fois, je suis très bullish sur le Bitcoin et les preuves me montrent que j'ai raison. Avec tous ces entrées, là, plus de 600 millions d'entrées encore hier. Vous voyez ? Donc au rythme actuel, les ETF Bitcoin spot posséderont 8,2% de l'offre totale de Bitcoin en circulation d'ici un an. Waouh, 8% de l'offre totale. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est une bonne petite part du gâteau quand même si on prend l'offre totale. Vous voyez ? Donc c'est pas mal. Et ça, seulement, on va dire, c'est une petite part de gâteau du Bitcoin, hein, du gâteau général du Bitcoin, juste en seulement un an. Donc imaginez-vous les prochaines années. C'est énorme. Hein. Donc voilà, par rapport à ça, vous avez le chart ici, au rythme d'accumulation ici. C'est assez impressionnant. Maintenant, regardez comment BlackRock, si on prend le plus gros ETF là, qui connaît le plus de succès, c'est l'ETF de BlackRock. Regardez comment BlackRock a rattrapé MicroStrategy. BlackRock a rattrapé MicroStrategy en termes de Bitcoin détenu. Vous voyez, ça, c'est leur possession de Bitcoin. MicroStrategy et Michael Saylor en ont acheté sur le temps. On peut dire que ça a commencé, si on regarde les dates, en 2020, même avant 2020, mais voilà. Et sur le temps, Michael Saylor en a accumulé. Bah, regardez en bleu ici, là, en bleu turquoise, comment BlackRock a rattrapé et dépassé d'un coup MicroStrategy. La demande est tellement forte, plusieurs millions qui rentrent par jour. Et regardez comment en un coup, ça vous montre comment, et ça prouve que le Bitcoin va aller plus haut encore, c'est sûr. Sûr et certain, quand on voit ça. C'est dingue. Et Michael Saylor essaye, tant bien que mal. Regardez, ça date d'hier, ça.
le 13 mars, on est 14, Michael Saylor annonce vendre encore 500 millions de dollars d'obligations auprès des investisseurs. Il n'arrête pas. Hier, il n'y a même pas une semaine, il a avancé, encore acheté pour 600 millions. Il fait tout pour ne pas se faire larguer par BlackRock, mais voilà, il achète, il s'endette pour acheter. Voilà. Et là, il annonce à travers MicroStrategy, hein, il achète pour le compte de l'entreprise, hein, c'est pas pour son compte personnel. Et là, MicroStrategy, eux, ont fait l'annonce. Donc voilà, l'annonce, elle est où? On va voir ça. Alors, je sais pas si je vais voir ça. Non, c'est même pas... Non, bon, je sais pas c'était où. Mais bon, en tout cas, voilà. Je sais que MicroStrategy a annoncé ça. Bon, je vais pas retrouver ici l'action... Enfin, je pense pas que je vais retrouver l'annonce. Tac, tac, tac. Ah, voilà, c'est celle-là. Bon, c'est Michael Saylor encore qui l'annonce, mais voilà. Pour le compte de MicroStrategy, annonce 500 millions d'accumulation de Bitcoin supplémentaires. Et vous voyez, BlackRock, tous les ETF qui achètent massivement, plus MicroStrategy, enfin voilà, plus les particuliers qui recommencent à rentrer dans la danse, bah voilà, hein, tout ça, c'est le cocktail qui fait que Bitcoin va continuer à monter. La probabilité, elle est je dirais, hein, c'est un 85, 90, 10, vous voyez, pour que Bitcoin parte à la hausse dans les prochains jours. Vous voyez? Ouais, oui, sur un jour ou sur une semaine, on peut corriger, mais de manière générale, on va à la hausse sur les prochaines semaines, prochains mois. Ici, on a encore Mister 100, la très célèbre baleine. Donc les baleines, c'est les personnes qui possèdent énormément, une quantité astronomique de plusieurs millions de bitcoins. Vous voyez, ça, on les appelle les baleines en bitcoin. Ça peut être des entités, des entreprises, des États. Là, on a Mister 100 qui, lui, achète, est en concurrence avec les ETF bitcoin américains. Donc cette personne, cette baleine, on ne sait pas si c'est en entreprise. Certaines personnes disent que c'est Jeff Bezos. Le milliardaire, l'ancien, l'ex-PDG d'Amazon, qui est même peut-être repassé première fortune mondiale devant Elon Musk. Jeff Bezos qui a vendu énormément d'actions Amazon pour récupérer des milliards ou plusieurs millions ou milliards, je sais plus, plusieurs millions je pense en termes de fonds personnels. Et il se pourrait que ce soit lui qui achète tous ces voilà, il achète, j'ai acheté 7 fois 100 bitcoins aujourd'hui. Vous voyez, c'est 100 bitcoins, un bitcoin ça vaut 72 000 dollars, 70 000 dollars à l'heure actuelle. Donc s'il en achète 7, bah, c'est plusieurs milliers qu'il en achète chaque jour. Hein. Vous voyez, 7 fois cette somme-là. Vous voyez, donc c'est impressionnant là. Alors regardez ici, les analyses de Bernstein prévoient que la capitalisation boursière globale des crypto-monnaies pourrait tripler pour atteindre 7 500 milliards de dollars d'ici la fin de 2025. Donc là, regardez sur le chart. Vous voyez, ça fait que d'augmenter. Hein. Ça double quasiment. Et là, il parle à l'horizon. Hein. Si on parle, c'est à l'horizon 2025. Là, ils disent que nous prévoyons que la capitalisation boursière totale de la cryptographie atteindra cette somme-là. D'ici 2025, donc c'est d'ici un an. Vous voyez? Donc là, c'est, on peut dire un x2, x3 sur la capitalisation totale. Ça, c'est pas mal. On va voir ça. Moi, je pense que ça va arriver. Hein, parce que là, en dehors du Bitcoin, là, toutes les autres cryptos vont exploser. Et on va avoir un rallye massif des altcoins. Et je pense que ça va aider à porter cette capitalisation-là. Donc, je pense que c'est en accord avec ce qu'il raconte. Maintenant, regardez le gouvernement américain qui, vous vous souvenez, avait vendu 9800 bitcoins pour 215 millions de dollars. Et bah, cette somme-là vaut 700 millions. Donc, à l'époque, quand ils avaient vendu, c'était 215 millions. Bah, aujourd'hui, ça vaut 700 millions. Vous voyez, donc ils auraient peut-être fait mieux de garder ça, mais ils l'ont remis sur le marché. Donc c'est pour moi une erreur du gouvernement américain. Et ça ne m'étonne pas que ce soit sous Joe Biden qu'ils enchaînent les erreurs. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on a un juge qui vient de rendre son verdict dans le procès COPA versus CSW. Alors, donc ça, c'est Craig White. Donc ce dernier est formel. Donc ici, en gros, ils disent que Craig White n'est ni l'auteur du livre blanc de Bitcoin, ni Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est le créateur du Bitcoin, qui est anonyme. On ne sait pas qui c'est.
Ça peut paraître fou hein, pour ceux qui connaissent pas trop les cryptos et qui écoutent cette vidéo, mais c'est une personne anonyme. Vous voyez, c'est l'inventeur du Bitcoin. Et cette personne disait que c'était lui, Satoshi Nakamoto. Et donc, voilà, il n'est pas le créateur ni le créateur du Bitcoin, ni l'auteur du logiciel Bitcoin. Donc, fin d'un mensonge rocambolesque. Donc, toute cette personne qui s'est vantée d'être Satoshi Nakamoto et le créateur du Bitcoin et tout ça, bah là, le juge, après étude et tout ça, dit que c'est impossible que ce soit lui. Donc, bon, est-ce que c'est une vérité qui est rétablie? Voilà, d'après le juge américain, c'est ça. Donc, maintenant, attention, parce que ça y est, les médias mainstream, et là, ici, C8 et Cyril Hanouna, qui est un média très, très regardé, surtout en France, là, il recommence à parler du Bitcoin. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire warning, alerte rouge, parce que si... là, vous avez même Drake hier qui a partagé un discours de Michael Saylor à tous ses fans. Là, le monde entier est en train de recommencer à entendre parler du Bitcoin et des cryptos. Donc, il va y avoir la phase où ils vont commencer petit à petit, d'ici 1 ou 2 mois, à tous rentrer dedans. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une forte vente massive. Donc là, les gens, attention, warning, les gens maintenant sont au courant que les cryptos là recommencent à exploser. Donc là, les gens vont commencer à rentrer petit à petit. Et donc, attention, on pourrait avoir cette vente massive qui pourrait faire passer les cryptos de 70, 75, 80 à nouveau 50K ou voire 40K avant d'aller chercher les 100K. C'est une possibilité puisque les médias recommencent à en parler. Pour l'instant, petit à petit, les gens recommencent. Donc, ça va pas, c'est pas maintenant que le dump va arriver, mais peut-être que dans 2 semaines ou dans 1 mois, il y a un fort dump. Et comme ça coïncidera avec le halving du Bitcoin, je pense que la nouvelle risque d'être vendue. Et donc moi, pour le mois de mars, je vois le mois de mars comme bullish, mais je pense que avril va être très bearish, c'est-à-dire un fort crash. C'est mon intuition. Et ensuite, on va repartir plusieurs mois après, d'ici cet été, un vrai rallye. Donc, prudence, mais ça pourrait arriver. Voilà par rapport à ça. Donc maintenant, si on se concentre sur les altcoins, et à commencer par bien sûr Ethereum, on a eu la mise à jour d'Enkun. Très, très célèbre mise à jour. Et c'est la miniature de ma vidéo. Ma vidéo parle, voilà, j'ai titré la vidéo la mise à jour d'Enkun. Donc elle est déjà passée, elle s'est bien passée cette mise à jour. Et elle va réduire les frais, voilà, d'Ethereum et de toutes ces layers 2. Et moi je pense que, mon avis, c'est que les gens où les consommateurs là, de la blockchain vont revenir vers l'écosystème Ethereum cette fois. En plus de ça, on a les ETF Ethereum Spot qui pourraient être validés d'ici mai. Et ça sent bon, même si voilà, on sait qu'il va y avoir des événements qui vont repousser ça. Mais j'ai l'impression que c'est autour d'Ethereum maintenant d'être vraiment dans la lumière. Ethereum et ses layers 2. Et c'est pour ça que là, j'ai beaucoup mangé là, sur Solana, voilà, dernièrement. Et là, et même Bitcoin, j'avais une plus forte position. Là, j'ai fait une réallocation. Donc là, vu que je sens Ethereum et ses layers 2, là, Optimism, Arbitrum, Polygon, j'ai fait une réallocation. J'ai quasiment pris tous mes bénéfices de Bitcoin et une grosse partie sur Solana. Même si j'en laissais sur Solana, parce que Solana, voilà, ça a continué pour moi. Et j'ai mis ma principale force sur Ethereum et Optimism, Arbitrum et voilà, et Polygon. Donc j'ai fait une réallocation parce que je pense que ça va partir maintenant sur Ethereum. C'est Ethereum qui va être dans la lumière parce que l'ETF Ethereum Spot arrive et sa mise à jour est là. Je pense que les gens vont venir tâter et voir comment si les transactions passent mieux, tout ça. Et je pense que on va s'apercevoir que les layers 2 maintenant d'Ethereum, Optimism, Arbitrum et Polygon fonctionnent très bien avec un moindre frais. Je pense qu'il va y avoir une hype autour de ça. Donc voilà mon pari. On verra sur ça si c'est le cas. Maintenant, attention à Ethereum, il y a une affaire là qui reste dans l'épine d'Ethereum, une affaire qui entoure Joseph Lubin, je crois, et Vitalik Buterin. Un scandale, en tout cas, autour d'eux. Il y a un scandale, mais qui est étouffé. Mais ce scandale, il ne faut pas l'oublier. Et là, on a apparemment, voilà, là, on a Steven Nerayov. Donc, c'est cette personne-là là, qui est en live, qui explique tout le monde là. D'ailleurs, lui, je vais le suivre.
il dispose donc de documents prouvant que Ethereum, Joseph Lubin, donc, et Vitalik Buterin, savaient que Ethereum n'était pas décentralisé au moment où ils ont rencontré Bill Eman. Parce que, en fait, là, Ethereum, justement, on ne sait pas trop si c'est décentralisé ou pas. Et là, il dit que Vitalik savait tout ça, que ce n'était pas décentralisé. Et donc, voilà, il dit que, en gros, que Vitalik Buterin et Joseph Lubin sont un peu sont faux, sont des personnes faux et sont des tricheurs, tout ça, en gros. Donc, il se pourrait que ce soit vrai. Hein. Parce que même si Vitalik Buterin, il a une image, et même on voit qu'il est sincère et qu'il n'est pas dans l'appât de gain et qu'il fait énormément de dons, tout ça, je pense que son but aussi, c'est de protéger Ethereum. Et je pense que Vitalik, malgré tout ça, serait capable de mentir pour le compte d'Ethereum. Maintenant, bon, tout ça, je pense pas que à terme, ça va faire s'écrouler Ethereum. J'ai eu des discussions, même avec de l'entourage, des choses comme ça, disant que c'est même où ils pensaient que c'était peut-être même la fin d'Ethereum et qu'Ethereum ne se relèvera pas de tout ça. Moi, je pense quand même que Ethereum s'en sortira de tout ça. Et même si on sortait la vérité que voilà, Vitalik Buterin a menti, tout ça, je pense qu'Ethereum est devenu trop puissant. Et Ethereum sera la blockchain smart contract numéro 1 avec Solana, tout ça. Mais voilà, que ça sera... C'est Ethereum qui va amener l'adoption de masse et qui sera la principale blockchain mondiale, de smart contract mondial. Ben, donc, on verra ça. Maintenant, cette affaire, attention, ça peut mettre en danger Ethereum, faut voir. Et il peut ressortir peut-être un hack d'Ethereum ou un hard fork, je veux dire, voilà, pour supprimer ce Ethereum et avoir d'être un autre projet. Donc, on verra ça. Donc, voilà, par rapport à Ethereum, Solana qui explose tout sur son passage. C'est simple, des plus grosses cryptos, c'est celle qui performe le mieux. Si on parle de Chainlink, Ripple, Ethereum, Bitcoin, Solana règne et connaît une forte attractivité pour son réseau. Voilà, hein, j'ai bien mangé. Hein. Là, j'ai vendu une grosse partie, j'ai laissé un petit quart. Mais voilà, moi, je me tourne vers Ethereum. Et je verrai si ce pari est jugé gagnant ou pas. Et peut-être que Solana risque de voir maintenant une correction aussi. Donc c'est mon pari. Je fais une réallocation, mais sur le moyen long terme, je crois énormément en Solana. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, voilà, Solana va tenir encore un événement, le Solana Hacker House. Bientôt, ça, je sais plus c'est où. Mais ça arrive. Et Solana est le grand spécialiste de ces événements qui réunit les communautés crypto, tout ça, qui parle du futur, tout ça. C'est mieux qu'Ethereum à ce niveau-là. Solana a une image très jeune, très moderne. Et avec les Hacker House, c'est très jeune, très moderne. Donc voilà. Maintenant, on a un de ces mêmes coins qui fait énormément de bien déjà à l'écosystème de Solana, puisque ça ramène énormément de transactions et de volume. Et là, on a la communauté de DogWeFact, qui est un meme coin, un nouveau meme coin. Hein. C'est pas Dogecoin, c'est pas Shiba, c'est pas Bonk. Là, c'est un autre encore meme coin. C'est le DogWeFat, c'est ce meme coin, encore sur la race du Shiba, la communauté qui a réussi à lever 650 millions de dollars. Et donc, le chien au bonnet du meme coin DogWeFat apparaîtra sur la sphère de Las Vegas pendant une semaine entière. Donc, pour ça, c'est une énorme pub pour le DogWeFat qui va le faire connaître vraiment partout. Et ça peut amener énormément de gens à investir dessus. Et ça peut encore alimenter le réseau Solana. Puisque DogWeFat est sur le réseau Solana, comme Bonk. Vous voyez ? Donc ça, c'est énorme. Hein. C'est une grosse pub. Et bien sûr, DogWeFat qui explose tous les compteurs, qui est le plus grand performeur du top 100. Et voilà, il faut faire avec. Hein. Je le rappelle, les mêmes coins que des gens disent « Oh, c'est des blagues. Même les gros youtubeurs parlent de ça comme s'étant une épine dans le pied de la cryptographie. Mais non, en fait, ça, c'est un nouveau modèle business. Ça fera partie, les mêmes coins feront partie de l'univers de la finance, que vous le vouliez ou non. Même PP, en fait, ça vient avec l'univers d'Internet. Ces mêmes coins, ces trucs blagues, ça va, avec le métaverse de demain, ça va se mélanger à l'image. Que vous le voulez ou non, c'est des personnages célèbres maintenant d'Internet. Et on fera avec, vous voyez ? C'est plus aux communautés, mais il faut faire avec. Et voilà, et DogWeFat intègre le top 50 avec une capitalisation de plus de 2 milliards. Oui, le projet a plus de 2 milliards. C'est une blague, mais a réuni plus de 2 milliards. Et PP, là, ici, PP qui explose aussi, plutôt très connu, hein, je pense, vous connaissez tous PP.
bah, PP, dépasse les 4 milliards de capitalisation. Vous voyez? Donc, c'est pas des blagues. C'est pas... Voilà. Donc, il faut faire avec. C'est des projets qui vont monter et qui vont dépasser certainement, comme Dogecoin, les 10 milliards ou des choses comme ça. Dogecoin est encore dans le top 10 ou aux alentours. Vous voyez? Donc, faut faire avec. Et d'ailleurs, en parlant de Dogecoin, on a Elon Musk là, qui lâchera pas le Dogecoin. Dogecoin to the moon. Voilà ce que déclaré. Quand je pourrais acheter une Tesla avec des Dogecoin, à un moment donné, je pense que nous devrions permettre ça. Elon Musk a laissé entendre qu'il pourrait permettre les paiements de Tesla en Dogecoin. Et ici, là, il a encore dit Dogecoin to the moon. Donc voilà, Dogecoin sera là aussi, sera un acteur majeur, en tout cas du prochain bull run, tout ça. Et sera là certainement dans 5-10 ans, tout ça. Donc voilà par rapport à ça. En dehors de tout ça, bon, de manière générale, tout monte. Même le BNB, le jeton de Binance. Voilà, Binance explose à nouveau. Et Binance va connaître un rallye voilà, des cryptos. Et je pense que... Parce que là, ça y est, hein, les cryptos, là, comme Binance, Coinbase, là, on va enfin voir leur explosion. Puisque là, ces genres de projets-là ont besoin d'une attraction que le monde aille sur leur plateforme pour acheter des cryptos. Bah, ça va s'en venir. Donc ça, et même Robinhood en bourse va certainement exploser dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. Parce que il va y avoir là, tous les amateurs, là, investisseurs amateurs vont venir acheter des cryptos puisque tout va monter et qu'on va avoir un rallye impressionnant. Bah, les gens vont venir acheter comme ça, voilà, et écouter. Et donc Binance et... comment ça s'appelle, et aussi Robinhood et Coinbase vont connaître une forte attractivité et vont voir leur cours exploser. Donc ça, c'est sûr et certain que ça va arriver. Donc voilà. Bah, on finit cette vidéo avec l'événement Nvidia. Là, on est le jeudi 14 mars. L'événement Nvidia sera du 18 au 21 mars. Et Nvidia promet des annonces impressionnantes. Et certainement va présenter peut-être sa nouvelle puce. Là, on est à la H100. Mais là, ils vont présenter leur H200. Et GH200 par la même occasion. GH200, c'est une version évoluée avec les processeurs ARM. Et là, voilà, et même peut-être la B100. Ça, c'est encore plus tard, normalement annoncé à la fin de l'année. Mais la B100, c'est encore une autre génération. Et c'est pour ça qu'NVIDIA le propose déjà. Et donc, cet événement, il est très attendu puisque ça promet de faire des annonces stupéfiantes et de faire encore plus exploser l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi j'ai augmenté ma participation sur l'action NVIDIA et Supermicron. Et voilà, j'ai racheté du Tao. Je compte racheter du Render là, sous peu, avant que l'événement commence. Parce que l'IA va certainement exploser après l'événement. Et là, Render Network, qui est un peu l'équivalent de Nvidia, mais sur la blockchain, vient, bien sûr, annonce participer à l'événement. Et ça, je pense que Render va exploser. Donc, on va voir ça. Vous avez aussi Flux qui participera à l'événement de Nvidia. Tout le monde, de toute façon, tous les acteurs de la DeepN, de la DeepIn ou de l'IA vont participer à l'événement d'Nvidia. Et là, que ce soit dans le monde traditionnel ou dans la blockchain, tout le monde va assister à ça. Donc ça va être un énorme événement qui va se tenir sur 3 jours, hein, et qui va avoir beaucoup d'entreprises passer et venir en collaboration avec Nvidia. On attend peut-être Amazon, on attend Broadcom, Oracle. Voilà, les plus grands noms de la finance vont venir à cet événement-là. Donc Flux, c'est un des projets, ils disent le numéro 1 de la DeepIn. Ça dépend dans quel contexte. Flux, c'est un projet d'infrastructure Web3. C'est plus lié au projet en Proof of Work, ceux qui utilisent le minage GPU. Donc ouais, de ce côté-là, Flux domine. Après, il y a d'autres projets qui sont en Proof of Stake, comme justement Render, qui sont très puissants aussi. Donc, mais Flux peut capter une énorme partie. Voilà, pour la décentralisation, tout ça. Donc, c'est un bon projet, c'est vrai. Donc voilà, on finit par une petite actualité, qui plutôt, elle, est la seule qui est un peu négative, et Crypto.com qui s'est vu infliger une amende de 3,1 millions de dollars par la Banque centrale néerlandaise, vous voyez, pour avoir fonctionné sans enregistrement. Donc voilà, la Banque centrale néerlandaise qui punit Crypto.com parce que Crypto.com ne s'était pas enregistré. Crypto.com qui est une plateforme que j'utilise. C'est là un peu la plateforme qui est la passerelle qui va me servir pour envoyer mes fonds vers justement les exchanges que je privilégie comme Gate.io, ma principale plateforme, ou Mexc. Voilà, pour si je veux m'exposer à un plus grand nombre de cryptos. Mais je passe par Crypto.com. Et Crypto.com, c'est un bon exchange crypto aussi. Donc voilà, on en a terminé avec ce live et on finit le top 10
des tendances crypto. Donc voici les cryptos qui, à l'heure actuelle, sont le plus dans la tendance à l'heure actuelle. Et bien sûr, je vais vous présenter les trois et voir, examiner un peu le top 10. Mais les trois, on commence par le numéro 1. Ici, Aevo. Donc Aevo, c'est une plateforme de trading et perpétuel. Si vous voulez faire des leviers, tout ça, c'est sur l'écosystème Ethereum, enfin sur la blockchain, basé sur la blockchain Ethereum. Et là, c'est un projet, voilà, pour le trading. Donc on connaît déjà GMX. Là, apparemment, on a AVO. Et là, il règne dans les tendances crypto. Donc à voir. Ici, je sais pas, ça s'inspire un peu de Coinbase ici. Je sais pas si c'est lié à Coinbase ou pas, mais voilà, c'est pour le trading. Et ça, c'est un projet qui va être dans la tendance, hein, et qui va peut-être avoir une forte croissance, puisque là, quand les cryptos seront en plein bull run, ce genre de projet avec des effets de levier, des choses comme ça, seront fortement utilisés. Vous voyez ? Quand tout va monter, tout monte déjà depuis longtemps, depuis 1 an déjà. Mais là, on est là, on n'est pas encore dans le bull run où il y a encore les gens. Donc là, quand il va y avoir tout le monde, là, tous les gens, quand les gens seront en euphorie totale, en furie, vont acheter, voilà. On n'est pas encore vraiment dans ça. Et là, des projets comme Aevo vont connaître beaucoup de volume par rapport à ça. Deuxième projet, SOHOT-RN. Donc là, c'est une crypto plutôt même et un projet lié un peu, hein, attention, un peu à l'érotisme suite à un tweet d'Elon Musk. Ça aussi, encore une fois, c'est basé sur Ethereum. La plupart, de toute façon, de tous les projets sont basés sur la blockchain Ethereum. Là, c'est lié un peu à l'érotisme, tellement chaud, parce que Elon Musk, ici, c'est lié, sorti d'un tweet d'Elon Musk qui... voilà, quand les cryptos arrêtaient pas d'exploser là, et voilà l'élection de Javier Milei en même temps, Elon Musk était un peu euphorique aussi et a sorti ce tweet là, SOHOT-RN. Vous voyez, et en fait, voilà, ce projet s'est basé sur ce tweet. Et vous voyez que n'importe quel tweet maintenant peut devenir tellement viral que ça peut faire, on peut en créer une crypto et la faire exploser. Et là, cette crypto est en top des tendances. Et le but de ce projet maintenant, ça va être de créer un marché NFT justement lié au contenu adulte. Donc voilà, maintenant ça va partir sur ça. Donc voilà, ça va être maintenant le but de ce projet-là, SOHOT-RN, voilà, lié à l'érotisme et au NFT pour adultes. Faut retenir ça comme ça. Et donc on verra. Ça, c'est des cryptos, c'est certainement un projet qui va avoir des hypes et des chutes. Voilà, c'est pas des projets comme ça qui seront trop dans la tendance. Maintenant, le troisième crypto, c'est Wave. C'est un projet qu'on connaît déjà, qui était dans la tendance à une certaine époque. Et là, c'est un projet qui est très fort, qui vous permet de créer vos propres applications. Ils ont un outil complet. Et ça, c'est une blockchain distincte d'Ethereum, hein, complètement indépendante. Un réseau complètement indépendant, totalement distinct, et qui vous permet, voilà, avec une pile stack, de construire votre propre blockchain, votre propre application. Et ensuite, votre application ou votre projet crypto, vous pouvez aller ensuite le proposer et le mettre en proposition pour l'acheter sur justement l'exchange qui est natif de l'écosystème de Wave. Vous voyez, donc vous créez vos projets et vous pouvez aller l'échanger sur le DEX ou l'échange principal de l'écosystème Wave. Donc c'est un projet qui a une bonne vision. Maintenant, il est plus trop dans la tendance. Là, il revient un peu, donc on verra. Donc voilà par rapport à ça. Après, sur le reste du top 10, on peut voir, regardez, hein, par exemple, le Super Trump là. Cette crypto, regardez, plus 332%. En même pas une semaine. Donc c'est une sorte de x6 par là. Donc c'est assez impressionnant. À ne pas oublier que SOHOT-RN a fait un x8, hein, plus 400%. 407% en une semaine. Donc voilà, hein, les cryptos explosent. Il y a des cryptos qui explosent. Et de manière générale, vous voyez, hein, Super Trump, PP, 4e, Super Trump, Floki, Peng en 8e, Ape with Fat en 9e, Dog with Fat en 10e. Vous voyez que le top 10, globalement, est fait de crypto même, de crypto blagues. Vous voyez, donc là, les crypto-blagues sont de retour dans la hype. Et c'est ce qu'il faut retenir de ça. Mais maintenant, peut-être qu'on va passer bientôt au NFT. La hype sur les mêmes coins va peut-être redescendre. Donc attention, ces cryptos-là ont déjà fortement explosé. Prudence sur ce genre de crypto maintenant. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo.
On reste en contact, hein, bien sûr, sur la suite des événements. Je vais essayer de faire plus de vidéos, hein. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer d'augmenter ma part pour vous présenter les actualités les plus récentes. Donc, force à nous, hein, et restez en contact, hein. Allez, à plus.